parler de la phosphorylation oxydative. La phosphorylation oxydative permet de synthétiser l'ATP. Elle va utiliser ce qu'on appelle une chaîne de transport d'électrons pour être capable d'alimenter la synthèse de l'ATP, donc faire en sorte qu'il y a suffisamment d'énergie libérée pour pouvoir que l'ATP soit produit. La phosphorylation oxydative, c'est un processus qui se sépare en deux étapes distinctes. Puis donc, dans le fond, les deux regroupent la phosphorylation oxydative. On a la chaîne de transport d'électrons et ensuite, on a la chimiosmose. Moi, je vais vous montrer une vidéo qui va vous parler des deux. Le chaîne de transport d'électrons, dans le fond, ici, il faut s'imaginer que tu vas avoir une membrane qui va être la membrane interne de ta mitochondrie, qui va contenir des protéines de transport qui vont être capables de transporter des électrons. Et ces électrons vont faire en sorte que ces protéines de transport vont avoir la capacité de transporter des protons contre leur gradient de concentration, donc donner de l'énergie à ces protéines de transport pour transporter les protons contre leur gradient de concentration, pour faire en sorte que le gradient de concentration soit accentué. Donc, on veut qu'il devienne encore plus grand et que d'un côté, ça devient encore plus concentré que de l'autre côté. L'endroit où les protons devraient être plus concentrés, ça va être dans l'espace intermembranaire, et où ils vont être moins concentrés, ça devrait être dans la matrice mitochondriale. Donc, la chaîne de transport d'électrons va se servir des électrons et de l'énergie qu'ils possèdent pour alimenter les protéines de transport qui transportent les protons contre leur gradient de concentration. Donc, ici, ça va être du transport actif primaire, mais au lieu d'utiliser l'hydrolyse de l'ATP pour générer l'énergie, ça va utiliser l'énergie des électrons qui peuvent être donnés ou transférés à cette protéine. Ceci va permettre ensuite de faire ce qu'on appelle la chimiosmose. La chimiosmose, dans le fond, va se servir des protons qui, eux, vont passer à travers une protéine de transport avec leur gradient de concentration. Donc, ça va être une diffusion facilitée, mais ça va être une diffusion facilitée qui va permettre de générer de l'énergie pour alimenter la production et la synthèse d'ATP. Si on regarde nos transporteurs d'électrons, parce que pour être capable d'avoir la chaîne de transport d'électrons, on a besoin des transporteurs d'électrons. Ça va être un ensemble de molécules qui vont être intégrées dans la membrane interne de la mitochondrie. Donc, rappelez-vous que ta mitochondrie, si je fais un dessin, elle ressemble à ça. Je l'ai dessiné au tableau l'autre jour. La membrane interne, ça va être cette partie-là qui est à l'intérieur. C'est cette membrane à l'intérieur, qui est en noir ici. Donc, ici, tu vas avoir tes transporteurs d'électrons dans ta membrane interne. Et c'est eux qui vont être faits de molécules et de protéines. On va appeler ça des complexes multiprotéiques. Donc, ça va être des structures tertiaires, des structures quaternaires de protéines qui vont faire ces protéines de transport. Ça va être des protéines qui vont, à cause qu'ils sont des structures quaternaires, vont contenir plusieurs sous-unités. Certaines de ces sous-unités vont avoir des propriétés catalytiques, donc vont être capables de catalyser des réactions. Mais de manière générale, ces protéines, leur but, leur rôle, c'est de se faire oxyder et réduire de façon successive pour faire en sorte que des électrons peuvent être transférés d'une protéine de transport à un autre. Si on regarde ces transporteurs d'électrons dans notre chaîne de transport d'électrons, donc ici, ceci, c'est ce qu'on appelle la chaîne de transport d'électrons. Nos complexes multiprotéiques, c'est identifié par les symboles qui sont ici. Donc ça, c'est nos complexes multiprotéiques. On en a 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Le complexe 1, 3 et 4 sont des complexes multiprotéiques qui sont transmembranaires. Ce sont des protéines transmembranaires et donc vont être capables de transporter des substances à travers la membrane, tandis que celui-ci, le 2, n'est pas une protéine transmembranaire, c'est une protéine périphérique. OK?
comme on l'a mentionné. Cette protéine périphérique va quand même participer au transport des électrons, mais ne va pas transporter des protons à travers la membrane. Parce que ici, les protéines transmembranaires, qu'est-ce qu'elles transportent? Elles vont transportent des protons. Donc, rappelez-vous que les protons, c'est H+, à travers la membrane mitochondriale. Ça, c'est la membrane interne de ta mitochondrie. Ça, c'est l'espace intermembranaire. Et ça, c'est la matrice mitochondriale. Donc, si je fais un schéma ici, juste pour vous remontrer la mitochondrie. Ça, c'est ta mitochondrie. La membrane interne de la mitochondrie, c'est ici. Donc, les complexes multiprotéiques se trouvent à ces endroits-là, donc dans cette membrane-là, intégrés à différents endroits de ta membrane interne. L'espace intermembranaire qui est ici, c'est cet espace ici. Et la matrice mitochondriale, c'est l'espace qui est à l'intérieur de ta mitochondrie. Donc ça, c'est juste pour vous mettre en contexte où on se trouve. Il y a maintenant une vidéo qui va vous montrer, ou je vais vous montrer une vidéo juste maintenant, qui va vous montrer comment est-ce que la chaîne de transport d'électrons transporte les électrons et permet de transporter les protons à travers la membrane interne de la mitochondrie pour pouvoir générer le gradient de protons. La chimiosmose. La chimiosmose est la dernière étape qui, elle, permet de faire la synthèse de l'ATP. La chimiosmose se sert d'une autre protéine transmembranaire qui est un complexe multiprotéique lui aussi, donc ce n'est pas juste fait d'une seule protéine, c'est une structure quaternaire, qui, elle, s'appelle l'ATP synthase. Donc, on l'appelle l'ATP synthase. Et ça, c'est normal parce qu'elle synthétise l'ATP. L'ATP synthase va être capable de prendre de l'ADP qui flotte dans la matrice mitochondriale et de faire une phosphorylation de l'ADP, donc ajouter un phosphate inorganique à l'ADP, pour pouvoir régénérer une nouvelle molécule d'ATP. C'est une réaction, celle-ci, est une réaction qui est anabolique et qui nécessite de l'énergie parce que la liaison du troisième phosphate est très énergétique et nécessite beaucoup d'énergie pour être formée. C'est-à-dire que l'ATP synthase va utiliser le gradient de protons qui a été généré par ta chaîne de transport d'électrons pour être capable de synthétiser l'ATP. Donc, va prendre cette énergie-là pour y arriver. Un petit peu comme un barrage, comment fonctionne un barrage hydroélectrique. Donc, si vous imaginez un barrage hydroélectrique, donc ici, tu as un barrage hydroélectrique. Ici, de ce côté-ci, tu as un réservoir. Donc, ici, ce serait le réservoir. Ça crée un lac. Ici, tu vas avoir des turbines. Donc, ça, ce serait tes turbines dans ton barrage hydroélectrique. Ici, ton eau est plus basse. L'eau va s'écouler à l'intérieur de la turbine, tourner dans la turbine pour ensuite s'écouler de ce côté-ci. C'est l'action du mouvement de l'eau à travers la turbine qui va générer l'électricité, qui va générer de l'énergie. Le mouvement de l'eau, qui est une énergie cinétique, crée du mouvement dans la turbine qui, elle, va convertir l'énergie cinétique de la turbine en énergie électrique. Donc, ça, ce serait le fonctionnement d'un barrage hydroélectrique et il faut s'imaginer que ton ATP synthase, elle agit comme un barrage hydroélectrique. Si je regarde mon analogie, le réservoir qui contient de l'eau, ça serait les protons, H+. Le réservoir, ça serait ton espace intermembranaire. Ici, l'autre côté, ça va être ta matrice mitochondriale. Et le mouvement des protons à travers l'ATP synthase génère de l'énergie mécanique, donc l'énergie cinétique, qui, elle, alimente un autre processus qui, elle, permet de générer de l'énergie. Donc ici, normalement, dans un barrage hydroélectrique, ça fait de l'énergie électrique avec des électrons. Par contre, ici, ce n'est pas une énergie électrique qui va être générée, ça va être de l'énergie qui va alimenter la synthèse de l'ATP. Donc ici, ça va faire de l'ATP à partir de l'ADP et du phosphate. Donc ça va faire ATP.
à partir de l'ADP et du phosphate. Et c'est vraiment l'énergie cinétique, c'est vraiment le mouvement des protons qui suivent leur gradient de concentration, parce que remarquez que ça serait le gradient de concentration, plus concentré vers moins concentré, qui permet de générer de l'énergie pour pouvoir faire de l'ATP. Donc là, maintenant, dans la vidéo, on va vous parler non seulement de la chaîne de transport d'électrons, mais aussi du fonctionnement de ton ATP synthase. C'est-à-dire que la chimiosmose, c'est vraiment exclusivement ce qui est ici, sur la prochaine vidéo que vous allez voir, qui explique les deux processus en même temps, la phosphorylation oxydative et la chimiosmose. Juste pour vous donner une idée à quoi ressemble un complexe multienzymatique comme l'ATP synthase, regardez à quoi ça ressemble. C'est une structure quaternaire. On peut le reconnaître parce qu'il y a plusieurs sous-unités de protéines. Donc ça, c'est toutes des protéines qui sont différentes. Dans le fond, bêta, 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 c'est pareil. Alpha, 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 c'est des sous-unités de 3 protéines pareilles. Gamma, ça va être pareil. Donc tout ceci, c'est tous des différents symboles qui représentent différents noms de sous-unités de plus petites protéines qui forment la structure tertiaire. Et si on regarde à quoi elle ressemble, on voit qu'elle a une partie qui est ancrée dans la membrane, mais elle a aussi une autre partie ici qui permet de catalyser la réaction d'hydrolyse. C'est-à-dire que ça, cette section-ci, tout ceci, c'est la section qui agit en tant qu'enzyme de mon ATP synthase et qui peut utiliser l'énergie du mouvement des protons pour pouvoir alimenter la réaction ici qui est anabolique et endothermique. Maintenant, quand je vous parle de mouvement, je vous parle vraiment d'un mouvement. Tu as un rotor qui tourne ici. Cette turbine, c'est un complexe de protéines ou un regroupement de plusieurs sous-unités de protéines qui étaient ancrées dans la membrane, qui a une ouverture de ce côté-ci de la membrane et qui a aussi une ouverture de ce côté-ci de la membrane. Donc, de l'espace intermembranaire jusqu'à la matrice mitochondriale. Et les protons qui sont plus concentrés ici, donc ici, tu as un gradient de concentration qui veut dire que c'est plus concentré en protons de ce côté-ci, fait en sorte que les protons, maintenant, veulent passer de l'espace intermembranaire. Ils vont rentrer dans l'ATP synthase, ils vont tourner dans la turbine et ensuite, ils vont ressortir. L'action de tourner dans la turbine fait tourner la protéine elle-même. Donc ici, il faut s'imaginer qu'il va y avoir un mouvement de rotation de la protéine qui va faire en sorte qu'il va y avoir de l'énergie cinétique qui va être transférée à la partie enzymatique, qui, elle, peut convertir cette énergie cinétique en énergie chimique lors de la réaction de phosphorylation de l'ADP en ATP. Avant de passer à ceci, j'aimerais peut-être qu'on parle de la différence entre la phosphorylation au niveau du TRPSA et la phosphorylation oxydative. Donc, j'aimerais vous rappeler que la phosphorylation oxydative, c'est tout ce processus-ci. C'est la chaîne de transport d'électrons des étapes du début jusqu'à la fin et la chimiosmose. La phosphorylation oxydative n'est pas la même chose que la phosphorylation au niveau du substrat. La phosphorylation au niveau du substrat, dans le fond, c'est la phosphorylation que je vous ai expliquée au début de cette unité. C'est juste ajouter un groupement phosphate à une molécule. Ça veut dire que c'est vrai que lors de la phosphorylation oxydative, qui comprend toutes ces étapes, qui ont été illustrées dans les schémas que l'on a faits, il y a la phosphorylation au niveau du substrat, et la phosphorylation au niveau du substrat se fait à cette étape-ci, où l'ADP plus le phosphate vont se faire phosphoryler pour pouvoir donner ton ATP lorsque les protons rentrent dans l'ATP synthase et suivent leur gradient de concentration. Donc, le seul endroit où il y a de la phosphorylation au niveau du substrat, c'est ici. Par contre, la phosphorylation oxydative, c'est tout ce processus du début jusqu'à la fin. Les deux ne veulent pas dire la même chose. Rappelez-vous aussi que la phosphorylation au niveau du substrat, ce n'est pas toujours obligé d'être de l'ADP en ATP. Ça peut être d'ajouter un groupement phosphate à ton glucose pour faire du glucose 6-phosphate. Ça aussi, c'est un exemple de phosphorylation au niveau du substrat. Maintenant, si on fait le bilan de la production d'ATP, on peut voir que la glycolyse produit 2 NADH, 2 ATP net,
L'oxydation du pyruvate par glucose produit 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP. Et lors de la phosphorylation oxydative, il va y avoir le reste de l'ATP qui va être produit. Et ça va générer au total 36 à 38 ATP qui sont issus non seulement des ATP qui sont ici, mais aussi qui sont issus de l'utilisation des réducteurs à haut potentiel énergétique comme le NADH et le FADH2 pour pouvoir former le reste des ATP. Maintenant, on donne des valeurs approximatives, puis la raison pourquoi c'est approximatif, c'est parce que ce n'est pas un NADH dans ta phosphorylation oxydative, ce n'est pas un NADH qui donne un ATP, c'est vraiment le gradient de protons qui fait ça. Et donc, le gradient de protons peut être variable, et donc ça va rajouter de la variabilité au niveau de la quantité exacte que l'on peut obtenir par NADH ou par glucose, donc par NADH et par FADH2.